tu peux pas laisser ton argent sur un exchange centralisé. Tu peux pas laisser ton argent sur une application centralisée pour une seule et bonne raison. C'est très philosophique, mais c'est des êtres humains derrière. L'être humain est corruptible, l'être humain est faillible, l'être humain est une ordure. Donc, laisser ton argent sur un exchange centralisé, c'est laisser ton argent dans les mains d'une poignée de personnes, même s'ils sont régulés, parce que les gens disent ouais, régulé, blabla, psan, ta mère. Hein. Non, la régulation existe. Il y a eu Lehman Brothers, la régulation existe. Il y a eu HSBC qui est le champion du monde du blanchiment d'argent. T'as Total ou je sais plus quel, Lafarge. Il y avait des histoires entre Lafarge et ISIS. Bref, régulation mon cul, ça sert à rien. La régulation, c'est une belle chose pour protéger les masses, mais toujours qui en profitent. Hein, je veux dire, voilà. Donc, le problème, c'est que réguler par réguler, c'est toujours la même chose. Tu fais confiance à des gens. Et même quand c'est régulé, tu fais confiance à qui? Mais tu fais confiance au régulateur. Là, aujourd'hui, par exemple, tu as plein de gens qui disent mais pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent sur FTX? C'est parce qu'il y a le régulateur qui a dit ah non, il ne faut pas faire de contrat futur, c'est pas bien, c'est le mal. Non, on veut pas de ça en Europe. Donc, où les gens font on fait pas ça en Europe? Ok, ben, si le régulateur n'aide pas les entreprises françaises et européennes à avoir un cadre légal pour créer des contrats futurs régulés en France, et ben ma foi, on va aller trader où? Ben, aux Bahamas, on va trader sur BitMEX et compagnie. Et voilà ce qu'on arrive. En fait, les gens utilisaient FTX parce que le régulateur européen était incapable de dire aux entreprises européennes, ben voilà comment il faut faire pour être voilà une belle régulation. Voilà. Non, on n'est pas là, nous on est plutôt en mode il faut interdire, faut ci, faut là, et voilà le résultat. Ben, comme tu peux pas le faire en France, ben, tu le fais aux Bahamas et voilà. Et pareil pour les États-Unis, hein, le régulateur américain, il a jamais donné de guidelines à FTX et autres comment faire ses produits. C'est pour ça qu'ils ont des trucs aux Bahamas et compagnie. Enfin bref, donc ça c'est ma vision des exchanges centralisés. C'est à partir du moment où tu laisses ton argent là-dessus, tu as peut-être un sentiment de sécurité parce qu'ils ont des assurances, parce qu'ils sont tous pétés de thunes, parce que tu n'as pas à gérer ta clé privée. Mais bottom line, tu fais confiance à des mecs. Voilà. Donc soit tu fais confiance à l'humain, soit non. Moi, je préfère faire confiance pas aux humains. Donc je préfère utiliser les sexes, les exchanges centralisés, que en cas d'immenses besoins. Par exemple, je voulais shorter Tron. Je pouvais pas shorter Tron en utilisant la DeFi. Donc j'ai utilisé FTX. Donc moi j'avais 2 trades sur FTX. Voilà, je leur dis adieu. Mais j'ai jamais foutu toute ma thune ni une grosse partie de mon argent sur FTX. J'ai utilisé FTX par le passé pour des stratégies de hedging où en fait j'étais long Bitcoin et short sur les futurs trimestriels sur FTX. Parce qu'en fait, c'est comme dans la vraie vie, tu as toujours un différentiel. Donc le Bitcoin est moins cher que sur les futurs et donc je tapais la différence. Et j'avais une stratégie aussi à l'époque de hedging, enfin bref. Donc c'est les fois où j'ai utilisé FTX, mais sinon je ne laisse pas mon argent là-dessus, ni sur d'autres exchanges centralisés. Donc ça c'est ma vision. Maintenant je comprends que les gens préfèrent la facilité des exchanges centralisés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec FTX? Alors c'est assez intéressant, il y aura un film à mon avis sur Netflix qui racontera ça mieux que moi. Mais en gros, tout a commencé par Sam. Et tout commence toujours par du storytelling. Hein. Toutes les arnaques, les machins et tout, c'est toujours du storytelling. C'est un mec qui arrive ou une femme et qui te vend du rêve, et qui a un charisme. Hein. Vous avez tous vu Inventing Anna, vous avez tous vu The Tinder Swindler. Moi, j'ai eu affaire à des storytellers dans ma vie qui m'en ont mis pas mal dans le cul. Donc voilà, tout le monde un jour ou l'autre en a rencontré. Donc, ça a commencé par le storytelling de Sam qui, donc, d'après ses dires, c'est un trader de Wall Street qui, à un moment donné, a trouvé une opportunité de faire de la thune facilement. En fait, il faut savoir qu'il y a des pays dans le monde qui n'ont pas de devise, mais qui ont des monnaies. Je ne me rappelle plus exactement. En fait, le nom, c'est quand tu ne peux pas échanger ta monnaie contre une autre monnaie. Par exemple, c'est des marchés fermés. Et quand tu as un marché fermé, du coup, ça crée des inefficiences. Donc, par exemple, la Corée du Sud, c'est un marché fermé. C'est-à-dire que c'est pas facile d'échanger du kwon, donc la monnaie sud-coréenne, pour des dollars. Et donc, comme c'est pas facile, du coup, les arbitrages ne peuvent pas se faire. Tu as la même chose dans les pays africains. Par exemple, en Afrique, il est très compliqué d'acheter du dollar. Et du coup, quand les gens achètent du dollar, ils achètent 2, 3, 4, 5% plus cher. Et l'Afrique a envie de dollars. Hein. Il y a plein de gens il y a dollarisation de l'Afrique.
comme au Liban, là, avec la chute des devises au Liban. Et du coup, les gens sont prêts à acheter du dollar, mais plus cher. Mais comme c'est super chaud d'avoir du dollar, bah, du coup, effectivement, tu achètes plus cher. Et donc, la Corée du Sud, c'est la même chose. Et donc, il y a ce mec-là, Sam, qui se rend compte que le prix du Bitcoin aux États-Unis et le prix du Bitcoin en Corée, c'est pas le même. Mais le Bitcoin, c'est quelque chose de fongible. C'est-à-dire que tu achètes en Corée, tu peux le revendre aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de prix? Parce que comme le marché sud-coréen est fermé, tu peux pas faire d'arbitrage. Et du coup, lui il dit, je vais trouver une parade avec des banquiers un peu mafieux japonais qui ont des connexions avec les banquiers mafieux sud-coréens. Et je vais arriver avec des valises pleines de cash. Tous les jours, je vais prendre l'avion. Je vais aller au Japon, je dépose 1 million de dollars et je dis, je veux des kwon sud-coréens. Ensuite, avec les kwon sud-coréens, il va acheter des bitcoins en Corée. Et ensuite, il retourne aux États-Unis et il vend les bitcoins qu'il a achetés du coup plus cher, moins cher du coup en Corée. Et ou l'inverse, je me rappelle plus si c'était plus cher ou moins cher. Enfin bref, soit il les achète moins cher en Corée et il les revend plus cher aux États-Unis, soit il les achète moins cher aux États-Unis et il les revend plus cher en Corée. Et c'est comme ça que le storytelling de Sam commence. Donc c'est un trader entre guillemets génie qui a mis voilà, ses coups sur la table pour faire ce genre d'arbitrage. Et il s'est fait plein de thunes. Je ne sais plus combien d'argent il faisait par jour, mais beaucoup d'argent. Et puis il engraissait les banquiers et tout au passage. Ensuite, il dit que ça serait bien quand même de structurer tout ça. Donc il crée un hedge fund Alameda. Et donc au début tout se passe bien, Alameda est spécialisé dans les arbitrages, fournit de la liquidité, bref, il fait son petit beurre, il gagne de l'argent. Et puis, un jour, il se dit, putain, quand même, les exchanges qui existent, ils sont pas top, je vais créer le mien. Donc, en 2019, il crée FTX. Et il a fait un coup sympathique. Il s'est dit, FTX, ça sera un exchange dégueulasse visuellement, mais sophistiqué. Donc, en gros, si t'es un noob ou si t'es un gars qui trade les shitcoins, tu vas sur Binance. Par contre, si t'es un vrai, tu vas sur FTX. Et c'est comme ça que l'image d'FTX s'est construite. Et effectivement, tu as eu plein de whales et de mecs assez sophistiqués qui ont commencé à trader sur FTX. FTX aussi a eu des meilleures conditions de trading, des frais, des machins. Ils ont été plus rapides à lister des nouveaux tokens, des perpétuels aussi. Donc, ils se sont lancés dans les contrats futurs perpétuels qui, à l'inverse des vrais contrats futurs, du coup, n'expirent pas. Donc, c'est une sorte de CFD, si tu veux. Et du coup, voilà, l'exchange a grossi, enfin bref. Et donc Sam, c'est un peu devenu un dieu parce que il a fait beaucoup d'argent avec les arbitrages, après avec Alameda et maintenant avec FTX. Et du coup, il y a cette image qu'il a continué à travailler. Effectivement, l'image de Sam, c'était ce successful guy. Et puis, il a commencé à faire des interviews. Puis, tu vois Sam avec une chouche énorme, un t-shirt dégueulasse. Un jour, il était au Sénat américain avec des chaussures pas lacées. Il a expliqué après, oui, c'est parce que j'ai pas de chaussures. Moi, j'habite en Bahamas et je suis en short toute l'année. J'en ai rien à foutre du paraître. Et du coup, j'étais vite fait m'acheter des chaussures dans une boutique à côté du Sénat. J'ai pas eu le temps de lasser mes chaussures. Donc, il fait passer cette image de mec négligé parce qu'il s'en fout de l'argent, malgré que sa fortune soit estimée à l'époque à 17 milliards de dollars grâce au token FTT de la plateforme FTX qu'il avait lancé, et puis grâce bien sûr à ses profits, ses machins, ses arbitrages, à la Meda, donc un hedge fund qui gagne beaucoup d'argent et compagnie. Donc tout le monde achète cette image, moi le premier, de mec vegan, altruiste, qui décide de gagner de l'argent, non pas pour lui, mais pour ensuite le redistribuer aux charités du monde entier. Et donc bon, tout le monde est en gros, on est tous après lui. Et puis il y a Luna, le crash de Luna en début d'année, qui a eu des répercussions sur toute l'industrie. Donc Luna a mis dans le rouge des hedge funds, notamment le hedge fund FreeAC, donc 3 Arrow Capital, qui a mis dans la merde Celsius, qui a mis dans la merde plein de trucs. Et puis, le seul hedge fund qui dit être passé au travers des gouttes, c'était Alameda. En gros, Alameda dit ouais, on avait une exposition sur Luna, mais non, on n'a pas de problème, nous, on n'a pas vraiment perdu d'argent, on est OK. Donc là, tout le monde dit putain, il y a des gens qui disent bravo à Alameda par rapport à d'autres hedge funds qu'on idolâtrait tous. 3AC, pour moi, c'était des traders incroyables. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas des traders incroyables, c'est juste des gamblers chatards comme jamais, qui ont eu d'énormes coronesses de mettre des tonnes de thunes qui leur appartenaient pas forcément sur des shitcoins, des Luna, des bitcoins et tout. Et puis avec le bull market, ils sont tous devenus extrêmement riches. Et c'est ça qui est chiant avec la crypto, c'est que des fois, quand tu vois des mecs super riches dans la crypto, tu leur demandes des conseils, mais en fait, c'est juste des mecs qui ont eu chaté, qui ont mis 10 000 dollars sur un bitcoin quand il était 100 dollars, et aujourd'hui, ils sont super riches. Mais c'est pas forcément des mecs qui savent gérer le risque ou de qui tu peux prendre les conseils. Et du coup, 3AC, c'était un peu ça. C'était des gens qu'on pensait tous comme des gens assez ouf
est assez bon. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est des gros débutants, quoi, hein. Ils ont perdu de l'argent comme ma grand-mère aurait perdu de l'argent. Et du coup, donc Alameda dit non, nous on n'a pas perdu d'argent. Et donc bon, les mois passent. Et puis il y a quelques semaines de ça, Sam, donc le mec derrière FTX, il commence à être un peu moins aimé dans la crypto parce qu'il commence à dire ouais, vous savez, la régulation c'est pas si mal. Et donc il va voir les régulateurs, les sénateurs, les machins et tout. En plus, il a quelques connexions parce que sa mère machin, son père truc, le père de la CEO d'Alameda, c'est une pote à Gensler qui est donc président de la SEC. Enfin bref, il commence à avoir des relations dans l'environnement de Sam avec les régulateurs américains et tout. Et dans la crypto, et notamment crypto Twitter, on commence à dire ah, ce mec-là, il fait un peu chier quand même, hein. Certes, il a cette image d'altruiste et compagnie, mais on sait quand même qu'il fait des arbitrages. Et comme je disais tout à l'heure, les arbitrages, c'est pas forcément sympa tout le temps. Tu vois, les attaques d'arbitrage, tu sais, les attaques sandwich. Il a quand même endommagé quelques projets. Enfin bref, ça c'est ce qui se dit sur Twitter. Mais donc les gens commencent à dire bon, chevalet blanc, mais là, il voudrait quand même réguler notre joujou, la crypto, la DeFi. Finalement, c'est peut-être pas un mec sympa. Et quelques semaines après, on voit le prix de son token FTT commencer à chuter. Donc là, au début, les gens se disent ah bah tiens, ça c'est le backlash. Parce que comme Sam a commencé à être un peu trop pro-régulation, les gens commencent à dire bon bah tu sais quoi, FTX va te faire enculer, on va vendre ton token et le FTT commence à chuter. Et puis il y a des rumeurs qui commencent à dire non, en fait si le token commence à chuter, c'est parce que peut-être que FTX, l'exchange, a plus d'argent. Donc du coup les rumeurs commencent à partir à droite à gauche. Et puis tout d'un coup tu as CZ, le patron de Binance, qui lâche un tweet assassin et en gros qui dit bon alors c'est nous, on vend nos FTT parce que nous on avait investi dans FTX en 2019 quand FTX s'est créé. Et en fait on les vend parce que bon grosso modo on pense qu'il se passe des choses pas claires quoi. Donc là, tu as tout Twitter qui dit putain, CZ pense que FTX est dans le rouge et dans la merde, il faut tout vendre. Donc les gens ont commencé à vendre encore plus de FTT, donc le prix du token a chuté de ouf. Et puis les gens commençaient à dire bon, bah, il va falloir retirer son argent de FTX parce que si effectivement FTX n'est pas solvable, c'est premier arrivé, premier servi quoi. Donc là, tu as deux écoles sur Twitter, tu as les gens comme moi qui disent bah, quand même FTX il est énorme, c'est pas possible. À mon avis, c'est juste un assassinat médiatique parce que Sam est trop pro-régulation et du coup il y a une sorte de complot qui s'organise contre FTX et c'est pas possible que FTX soit dans le rouge. Et après tu as les autres qui disent non, FTX ils sont dans le rouge, pas possible, ça m'a merdé. Alameda, donc le hedge fund qui est toujours a dû merder avec Luna et il y a un truc pas clair. Donc voilà, tu as les deux écoles. Entre-temps, FTT, le token de la plateforme, continue de chuter de ouf et les gens commencent à retirer. Le week-end arrive et là, premier red flag, les mecs disent ah bah on peut plus retirer. Alors là Sam il arrive et non vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a un problème avec la banque, mais c'est le week-end, vous savez comment sont les banques. Lundi vous inquiétez pas, la banque réouvre, la situation sera réglée, vous pourrez retirer tranquillou bilou. Le lundi arrive, ah bah non, on peut pas retirer tranquillou bilou. Donc là, Sam dit ouais, en fait, j'ai déconné. Alors je fais très short, hein, il s'est passé mon autre truc, mais il dit ouais, bah en fait, j'ai déconné, j'ai utilisé l'argent des clients parce que j'ai cru qu'en fait c'était mon argent. Je caricature, mais en gros c'est ça, hein, ce qu'il a dit sur le tweet, c'est il a mis le mauvais label sur les comptes et bref. Et donc en fait on se rend compte, il y a des gens qui commencent à analyser la blockchain et qui disent ah tiens c'est vrai qu'il y a des échanges marrants entre FTX et Alameda. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que Alameda, comme tous les autres hedge funds, se sont aussi fait défoncer par Luna et du coup ils avaient un énorme trou. Mais comme c'est un hedge fund avec des investisseurs qui ont déposé de l'argent et qu'ils n'avaient pas envie de le dire ça aux investisseurs, ils ont dit Sam qui était le fondateur d'Alameda et de FTX, s'est dit on a besoin d'un peu de thunes pour combler le trou. Donc Sam a trouvé que c'était une bonne idée de prendre 9 milliards de dollars des clients et de les filer à Alameda pour combler le trou, en se disant il y aura un bull market dans pas longtemps, on va se refaire, personne n'y verra que du feu. Le problème, c'est que quand tu donnes de l'argent à Alameda et que tu as des gens sur FTX qui veulent retirer leur thune, si tu as donné 9 milliards, tu peux pas. Alors, ça va, FTX avait toujours à peu près 500 millions, donc tant que tu n'avais pas des gens qui voulaient retirer 500 millions, tout se passe bien. Un peu comme les Ponzi, quoi, ou même les banques, hein, si pas tout le monde retire au même jour, t'es tranquillou. Et puis du coup, Sam a commencé une stratégie agressive d'acquisition de capital. Donc, il a commencé à lancer des produits rémunérés en disant si vous déposez vos euros sur FTX, je vous paye 8%
Si vous déposez vos USD, je vous paye 8%. Et puis avec tous les liens référals de FTX, tu as tous les influenceurs de la cryptosphère, français et autres, Dubaï et tout ce que tu veux, qui ont commencé. Je suppose que je suis plus tout le monde du trading, hein. Mais j'imagine que vous avez les mêmes raclures, voilà, avec TikTok et ta sœur et compagnie, et qui ont commencé à dire hey, regardez, déposez votre thune là-dessus, il y a 8% sur l'euro, il y a 8% sur machin, FTX est solide, blablabla. Et du coup, des influenceurs dont la qualité des vidéos est absolument affligeante lorsque tu te connais un peu en crypto, mais qui ont 100 000, 200 000 mecs et 1 million parce que quand t'es débutant, le premier mec qui te dit un truc un peu technique, tu bandes, hein, tu dis ouais, le mec c'est un génie, c'est tout, alors qu'en fait, voilà. Et du coup, ça marche bien. Tu as plein de déposits qui arrivent sur FTX et donc FTX est content parce que ils ont un peu plus de dépôts, donc ils peuvent processer les retraits tranquillou. Et puis, tu as même, ça a été un peu plus loin, tu as même FTX qui s'est dit on a tellement de thunes qu'on va racheter des entreprises en difficulté à la suite de Luna donc, et de Celsius. Donc, ils ont voulu racheter ou ils ont racheté Voyageur, etc. Et en fait, l'idée, c'était que, je connais pas les chiffres encore une fois, de tout ça, je dis juste pour imaginer, mais en gros, tu payes 100 millions pour sauver Voyageur et en échange, tu récupères les 300 millions de dépôts de clients. Pourquoi? Comme ça, tu peux avoir plus de trésorerie pour processer tous les retraits. En fait, la stratégie de Sam à ce moment-là, pendant tous ces mois-là, parce que ça a duré des mois, c'est comment accumuler le plus de trésors possible pour que si un jour il y ait plein de gens qui veulent retirer, ça passe crème, quoi. Le problème, c'est que CZ, à un moment donné, bon, je sais pas comment, mais il a été informé de cette situation. Peut-être parce que des anciens de FTX et de Alameda ont commencé à démissionner du jour au lendemain. Donc les gens ont dit c'est bizarre que les mecs démissionnent. Officiellement, c'est parce ils sont devenus milliardaires, donc ils n'ont plus besoin de travailler, donc ils ont envie de faire autre chose. Bon, maintenant on sait que c'était pas ça, hein. Et du coup, CZ, a priori, entend parler de ça et dit bon, il y a un coup à jouer là. Là, si effectivement FTX, ils ont plus beaucoup d'argent, il faut que je trouve le moyen de créer une panique générale pour que tout le monde retire de FTX, pour que FTX soit obligé de dire publiquement on n'a plus d'argent. Et du coup, donc ça, c'est les théories, hein, bien sûr. Hein, on ne sait pas si CZ a vraiment fait ça, mais je trouve que c'est sympa ce côté de l'histoire. Donc CZ a commencé à vendre le token FTT, qui a donc fait chuter le prix du token. Au lieu de le faire sur les marchés de gré à gré, il a fait sur le marché ouvert, hein, donc le prix a chuté. Ensuite, il y a la CEO de Alameda qui a dit hey, CZ, arrête de vendre si tu veux vendre. On a de la thune, on rachètera, mais de gré à gré, pour pas qu'il y ait d'impact sur le prix. CZ a fait va te faire enculer, moi je continue à vendre sur le marché, donc le prix a continué à chuter. Ensuite, CZ a fait son tweet en disant il sait pas bien ce qui se passe à FTX, apparemment c'est louche. Donc les gens commencent à retirer. Et la suite, vous la connaissez. Quand tout le monde a voulu retirer, ils ont bloqué les withdrawals, les retraits, et ils ont été obligés de dire bon, les gars, on a fraudé. Et donc voilà, après il s'est passé plein d'autres choses, je ne sais pas si on a encore le temps, mais il y a eu aux Bahamas, donc 2-3 jours après qu'ils ont dit on ne peut plus processer de retrait, on est en faillite, il y a des retraits qui sont faits. Et donc les gens disent ah c'est bon, FTX autorise à nouveau les retraits, donc les gens soufflent. Mais en fait, on se rend compte que c'est des retraits que depuis les wallets entité Bahamas. Et donc, en fait, FTX dit oui. Donc là, il tweet, c'est FTX qui tweet, fait oui, effectivement, en fait, on a trouvé une faille dans la régulation des Bahamas qui nous permet de processer les retraits, mais que pour les gens qui sont aux Bahamas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur le dark web, tu as des employés de FTX qui ont commencé à vendre des comptes KYC aux Bahamas, donc des comptes enregistrés aux Bahamas. Donc en gros, ton compte devient Bahamas et du coup, tu peux retirer ton argent. Après, tu as des employés de FTX qui ont commencé à dire moi, si tu me donnes 100 000 dollars, je fais passer ton identité, enfin, ton KYC, ton contrôle d'identité sous le Bahamas, du coup, tu peux retirer. Donc, tu as des gens sur Twitter qui ont commencé à payer des mecs 100 000 dollars pour retirer des millions. Et du coup, ça, c'est un scandale dans le scandale. Enfin bref, donc tu as ça. Aujourd'hui, tu as le régulateur des Bahamas qui dit non, ça c'était des conneries, on n'a jamais autorisé ça, puis il n'y a pas ce type de loi. Donc en fait, a priori, c'est FTX qui au début a dit à leurs amis, leur famille, c'est bon, retirez depuis les Bahamas, il ne se passera rien. Comme les gens se sont rendus compte, ils ont publié un tweet en disant non, mais c'est parce qu'aux Bahamas, on a le droit. Bref, un truc de fou. Ensuite, le même jour, tu as les 500 millions de dollars qui est resté sur FTX qui tout d'un coup disparaissent. Donc là, FTX dit on s'est fait hacker. En fait, ils ne sont pas fait hacker. C'est apparemment un insider job, donc quelqu'un qui a accédé à tous les comptes et qui a récupéré en gros ce qui restait. Comme ça a été
un scandale. Après, FTX a dit non, mais en fait, c'est pas vraiment un hack. En fait, oui, il y a eu un hack, mais on s'est hacké nous-mêmes pour protéger une partie des fonds. Mais vous inquiétez pas, du coup, on a pu récupérer une partie des thunes. Enfin, un micmac incroyable. Donc, ça fera un film formidable sur Netflix. Et je dis ça malheureusement, alors que peut-être qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui ont perdu beaucoup de thunes sur FTX. Je suis vraiment désolé pour eux. Mais voilà, les faits sont ce qu'ils sont. Et voilà en gros ce qui s'est passé sur FTX. Et donc, encore une fois, lorsqu'on place sa confiance dans des gens, lorsqu'il y a des gens qui ont qui deviennent des dieux, faut toujours faire très attention et la crypto échappe pas à ça. Et ce qui est dommage, c'est que les gens vont dire ah la crypto, la crypto, la crypto, mais ils oublient très rapidement que tu as les mêmes scams en dehors de la crypto. Tu as des scams à la taxe carbone, tu as des scams voilà, Tinder Swindler, tu as des scams sur des levées de fonds, t'as des scams sur tout et n'importe quoi. Donc c'est dommage que les médias demain vont attaquer la crypto. Ils vont pas attaquer l'humain, ils vont pas attaquer Sam, ils vont pas attaquer le manque de régulation qui a fait que FTX a été obligé d'aller aux Bahamas au lieu de rester aux États-Unis ou de trucs en Europe, etc. Donc voilà, faut pas, c'est pas le problème de la crypto, encore une fois, c'est le problème de l'être humain.